Kilo de viande, ça aura toujours le même taux de protéines, plus ou moins, quoi. Mais par contre, la teneur en oméga 3, en vitamine B12, en vitamine D, pourra varier de 1 à 10 selon le mode d'élevage. J'ai reçu plein de médecins, nutritionnistes, et ils font un peu tous le constat que la population générale est vraiment massivement carencée. Il y a un appauvrissement des sols. Les fruits et légumes sont de plus en plus pauvres. On a jusqu'à 40% de micronutriments en moins qu'il y a 50 ans. Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendu enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life. Choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description. Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit David de Féroce. Comment tu vas? Toujours en pleine forme, à 1000%. Ouais, il est à 1000% là. On sort d'un épisode magnifique sur le gras, l'huile d'olive, le suif de bœuf d'herbe. C'était vraiment exceptionnel. Pierre, ça va? T'es en forme aussi? Parfait. Toujours ravi de recevoir David qui soutient le projet 1000% et qui est aussi à 1000% parce que il nous a fait une masterclass sur le bon gras juste avant. On avait déjà tourné un épisode sur les steaks féroces qui était vraiment très très intéressant sur toute sa production, sa vision de la santé, de l'alimentation. Là, c'était vraiment une masterclass aussi sur le gras, donc on vous invite à y faire un petit tour. Et là, on va faire un épisode. Vas-y, dis-nous, Pierre. Et certains, peut-être qu'il y aura des mauvaises langues qui nous diront que c'est une pub déguisée, mais on croit vraiment dans le projet de David. C'est vrai qu'il soutient notre projet de podcast. Ça nous permet aussi de prendre du temps pour faire ces épisodes et de nous améliorer et de mettre en valeur aussi des produits qualitatifs. C'est ça aussi l'essence même du projet. Et de trouver des alternatives qualitatives à tout ce qu'on pourrait trouver dans le commerce dans la vie de tous les jours. En vrai, petit aparté sur le sponsoring, hein, je pense que tu as eu aussi ce challenge, toi, avec ton podcast Limitless, David. C'est quand tu t'entoures de partenaires, bah aussi tu t'enfermes avec des partenaires, tu perds un peu de liberté. Et nous, on a vraiment envie de proposer des partenaires qui sont à 1000%, sur lesquels on s'intéresse. C'est pour ça qu'on fait aussi ces épisodes. Avec tous nos partenaires, on essaye d'explorer, de comprendre leur vision pour être sûr d'apporter à nos auditeurs des marques à 1000%. Et aujourd'hui, on va parler de la densité nutritionnelle. Vous marquez en gros haute densité nutritionnelle chez Féroce. Donc, je te laisse introduire le sujet, David. Tu veux que peut-être déjà je définisse ce qu'est la densité nutritionnelle? Donc en fait, c'est tout simplement la quantité de nutriments d'intérêt. Donc les nutriments d'intérêt, ça peut être les vitamines, les antioxydants, les anti-inflammatoires, les oligo-éléments, etc. par kilocalorie. Donc c'est vraiment ça la densité nutritionnelle, et on peut opposer ce concept peut-être aux calories vides. Tu vois, on entend parfois ce concept de calories vides qu'on trouve notamment dans les produits transformés, ultra transformés. Donc, par exemple, je te prends l'exemple du Coca-Cola. Très certainement, tu auras des calories, mais aucun nutriment intéressant. Donc, c'est une très faible densité nutritionnelle. Et on s'aperçoit d'ailleurs que sur un aliment donné, la teneur en macronutriments varie peu. Par contre, ce qui va varier, c'est leur accompagnement nutritionnel. Tu vois, tout ce qui va avec. Tout à l'heure, dans l'autre épisode qu'on avait enregistré, tu me parlais des surpiqûres dans la voiture, entre 2 voitures différentes. Dans les deux, t'as un moteur, etc. Puis tu en as peut-être une avec des super sièges et puis un super truc multimédia, et puis l'autre, il n'y a rien dedans, quoi. Et donc, si on prend l'exemple plutôt dans le monde de la nutrition, tu vois, 1 kilo de viande, ça aura toujours le même taux de protéines, plus ou moins, quoi. Mais par contre, la teneur en oméga 3, en vitamine B12, en vitamine D, en composés antioxydants, pourra varier d'un facteur de 1 à 10 selon le mode d'élevage. Donc là, déjà, j'ai introduit un premier concept qui est que la densité nutritionnelle, elle est fonction du mode de production, du mode d'élevage, du mode de production pour ce qui est végétal, du mode d'élevage pour ce qui est animal. Et l'autre élément, ça va être les types d'aliments, où il y a des aliments, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple le Coca-Cola, qui va être à très faible densité nutritionnelle,
et d'autres comme le foie de bœuf par exemple qui va être à très haute densité nutritionnelle. Et oui, vas-y Pierre. Et il y a le mode de conservation également, puisque si de on conservation, parlait, c'est vrai que oui, on pourrait rentrer aussi là-dedans effectivement après. on parlait Et d'huile donc, d'olive par exemple juste avant, tu sais, ouais, c'est et vrai. de se dire que deux bouteilles d'huile d'olive, a priori les mêmes, même étiquetage, etc., celle de l'année dernière et celle de cette année, et qui ont un profil en polyphénol et en micronutriments qui s'est complètement modifié, notamment en oméga, pas en oméga, mais en acide linoléique et en bons gras qui ont été oxydés. Puis on va détailler de toute façon cette chaîne de la production à l'utilisation. Mais pourquoi toi tu vois cette densité nutritionnelle comme une réponse à la société de consommation qu'on nous propose? Bah, en fait, si tu veux, donc comme tu l'as évoqué tout à l'heure, j'ai un podcast aussi sur lequel j'ai reçu plein de médecins, nutritionnistes, etc. Et ils font un peu tous le constat que la population générale est vraiment massivement carencée. Donc, on a les femmes enceintes qui ont potentiellement des carences en fer, en iode, en vitamine B9, alors que c'est des cofacteurs hyper importants pour le développement du bébé. On a les sportifs qui sont souvent carencés en magnésium et en zinc. Pourtant indispensable à la récupération musculaire, à l'énergie, à la gestion du stress. On a les personnes âgées qui manquent de vitamine D et de B12, alors qu'on sait que la vitamine B12, elle est centrale dans les fonctions cognitives. Et voilà, et que les problèmes de démence, de perte de mémoire, etc. Enfin, c'est un vrai problème quand on vieillit. Mais aujourd'hui, c'est même la population générale, tu vois. Et les conséquences, c'est quoi? C'est des troubles du sommeil, de la fatigue chronique, une baisse des performances physiques et intellectuelles, des dérèglements hormonaux, notamment de la thyroïde. On a plein de problèmes, etc. L'affaiblissement de l'immunité. Pardon, il y a un problème, Pierre? Ouais, il y a du bruit derrière. Ouais, pardon, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre froide. Je comprends. Et je vais juste marquer la zone parce que je pense que. Après, des fois, on est surpris avec Riverside. Des fois, on a eu des bruits incroyables et en fait, ils te lisent derrière sur la production, mais c'est bien de le noter quand même. Et donc voilà, et puis donc voilà, donc vraiment il y a plein de conséquences qui réduisent à la fois notre expérience de vie au quotidien, donc notre capacité à exprimer notre pleine vitalité et à vivre intensément, et aussi potentiellement notre longévité. Et la raison de ces carences multiples, parce qu'on pourrait se demander, bah, après tout, pourquoi est-ce que c'est un problème qui arrive maintenant alors que ça n'a pas été le cas par le passé, qu'on n'a jamais été autant nourri que maintenant, que la plupart des gens sont en surpoids ou obèses. Enfin, on a plein de calories, donc c'est quand même bizarre, tu vois. Il y a 4 raisons à ça. Le premier, c'est que il y a un appauvrissement des sols. Les fruits et légumes, par exemple, sont de plus en plus pauvres en vitamines. On a jusqu'à 40% de micronutriments en moins qu'il y a 50 ans, notamment à cause des monocultures, de l'appauvrissement des sols, etc. Et puis tout à l'heure, on en parlait, tu vois, le fait d'avoir des cultures qui soient sous serre, etc., ben, potentiellement, les plantes sont moins stressées, donc vont développer moins de vitamines. Et vous inquiétez pas, on va revenir sur le sujet. Ensuite, la consommation accrue de produits ultra transformés, donc qui représentent 40 à 50% de notre alimentation aujourd'hui. Dans certains pays, c'est même 80%, notamment aux États-Unis, tu vois, et qui sont des aliments riches en calories vides. Donc certes, on apporte beaucoup de calories, mais en fait, aucun nutriment intéressant, que ce soit des acides aminés essentiels, des vitamines, des minéraux, etc. Ensuite, on a un stress au niveau de la muqueuse intestinale qui fait que potentiellement on a un microbiote qui est de moins bonne qualité, une hyperperméabilité intestinale. Tout ça, c'est lié aux additifs, aux édulcorants, aux émulsifiants, au gluten, aux polluants. Et donc ça diminue vraiment la capacité d'absorption de notre muqueuse. Et finalement, il y a le dernier élément, c'est le stress chronique, qui donc plus on est stressé, plus on utilise les nutriments, les vitamines, etc. Donc on en a besoin de plus. Et le fait de manger en étant stressé, parce qu'on va manger rapidement un sandwich en étant distrait, en travaillant à moitié, ça va faire que la digestion va être de moins bonne qualité, donc potentiellement on va absorber moins de trucs. Donc ça, c'est vraiment les 4 raisons qui fondent les problèmes de carence qu'on a. Et pourquoi est-ce que c'est un problème? Donc je disais tout à l'heure, il y a plein d'effets collatéraux. Et il y a notamment un professeur qui a théorisé ça. Il s'appelle le professeur Bruce Hams ou Hames. Je sais pas très bien si c'est Hams ou Hames, son nom de famille, comment ça se prononce. Mais et il appelle ça la théorie du triage. Et il a montré qu'en fait,
lorsque le corps manque de certaines vitamines ou certains minéraux, eh bien, il va privilégier ces processus de survie à court terme et invalider tout ce qui pourrait lui permettre de vivre plus longtemps. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il va construire parce que en fait, tous les vitamines, les minéraux, etc., et les acides aminés, c'est des cofacteurs, c'est des briques en fait qui permettent de construire notre maison. Et la maison, c'est le corps. Donc, c'est nos cellules, c'est nos hormones, c'est nos neurotransmetteurs, c'est notre système immunitaire, etc. Et donc, par exemple, il avait montré, je me souviens, avec le sélénium, et d'ailleurs même avec le magnésium, je crois qu'il l'avait fait. Donc, le magnésium, par exemple, c'est un minéral qui est utilisé dans la construction de plus de 300 molécules différentes dans le corps. Donc, ça veut dire qu'il réagit, qu'il est utilisé, c'est un cofacteur qui réagit dans 300 fonctions métaboliques du corps. Eh bien, en cas de carence en magnésium, il en fait plus que 5. Pardon, il en fait plus que 5. Donc, c'est-à-dire que les 295 autres, elles sont plus faites. Et donc, ce qui fait qu'au début, tu peux avoir l'impression que ça va, etc. Puis en fait, au bout d'un moment, les troubles fonctionnels, etc. se multiplient. Puis après, c'est la catastrophe. Donc voilà. Ouais, vas-y. Oui, tu parlais de la terre riche sur le problème de production, d'élevage ou d'agriculture de nos légumes et de nos fruits. En fait, il faut voir les micronutriments comme une terre fertile en fait à la santé. Hein. Plus on va, bien. tu vois, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on veut faire notre potager sur un tas de gravier ou sur une terre qui est vraiment riche voilà, tu vois, je le compare souvent sur ça, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup ta métaphore, elle me plaît beaucoup. Donc voilà, donc il y a, je pense que si on revient sur la notion de densité nutritionnelle, il y a vraiment 3 axes qui sont déterminants. Le premier, c'est celui qu'on vient d'évoquer, qui est la diversité des molécules. Vraiment essayer d'avoir dans notre alimentation, de façon générale, une plus grande diversité de molécules. Je me souviens du docteur Mouton qui disait qu'il essayait de manger 50 végétaux différents par an, parce qu'il avait vu dans une étude que c'est ce que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs faisaient. Et en fait, il disait que chaque type de végétaux apporte certaines molécules qui vont plaire à une population de notre microbiote différente. Donc, si tu veux faire plaisir un petit peu à tout le monde et avoir une grande diversité de ton microbiote, tu as intérêt à manger beaucoup de légumes différents. Donc voilà, donc tu as cette diversité des molécules et donc des apports en micronutriments. Et ensuite, tu as 2 autres axes. L'axe antioxydant. Donc, quand tu respires, naturellement, tu vas t'oxyder. Et cette oxydation, elle va créer des radicaux libres. Et on a besoin de micronutriments pour les tamponner. Donc, soit pour construire nos propres antioxydants. Donc, les antioxydants, c'est des molécules qui vont venir attraper ces radicaux libres pour éviter qu'ils viennent détruire nos cellules. Pour construire toutes ces enzymes et tous ces filets qui vont capturer les radicaux libres, on a besoin de cofacteurs. Donc, on a besoin de ces briques essentielles. Et puis, l'alimentation, elle va aussi nous apporter des antioxydants exogènes qui vont venir en renfort de ceux que notre corps construit et donc qui vont réduire cette oxydation. Et l'oxydation, c'est vraiment l'un des principaux facteurs de vieillissement, avec un deuxième qui est l'axe anti-inflammation. Donc, on s'inflamme en même temps qu'on s'oxyde. Et par exemple, tu vois, dans la membrane de chacune de nos cellules, on va avoir des oméga 3 et les oméga 3, c'est comme des pompiers. Ils vont venir tamponner, qui vont venir éteindre cette inflammation. Donc l'inflammation, elle est nécessaire parce que c'est elle qui permet à notre corps de se défendre contre des stress aigus. Mais si elle est chronique, cette inflammation, et notamment ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, Anthony Berflot en parle très bien, c'est ce qui finit par nous tuer. Donc voilà, donc la densité nutritionnelle, c'est la diversité des molécules, c'est les composés antioxydants et c'est les composés anti-inflammatoires. Tu vois, sur le premier épisode qu'on avait tourné ensemble sur les steaks féroces, tu nous avais parlé de ta manière de t'alimenter et de suivre juste ce qu'il y avait dans ton magasin bio, tu vois, et tu suivais les saisons comme ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, tu vois. Et je pense que les 50 végétaux, on peut les avoir comme ça. Si juste on suit la production, les saisons à travers ton petit consommateur de produits bio comme ça. Je pense que c'est assez simple finalement. Oui, complètement. Et ce qui est vraiment génial avec ça, c'est qu'en fait, c'est simple et justement, tu vois, je connais plein de gens, des entrepreneurs, etc., qui sont citadins et qui me disent oui, mais j'ai pas le temps de cuisiner. Justement, quand tu reviens un petit peu à l'essentiel,
tu simplifies énormément ta cuisine. Et donc, moi, au final, mes repas, c'est quoi? C'est des légumes de saison que je cuis au vitaliseur. Je rajoute un peu d'huile d'olive ou un peu de suif de bœuf. Je fais cuire une viande à côté et j'ai mon assiette qui est faite. Je rajoute un peu de sel, un peu d'herbe sauvage. C'est délicieux. Ça varie, ça change parce que à chaque saison, chaque semaine, c'est pas les mêmes légumes que je vais trouver dans mon magasin bio. Et puis voilà. Et puis en dessert, éventuellement, je mangerai un morceau de chocolat noir ou un fruit. Et puis voilà, tu vois. Et mon repas, il est fait. Ça m'a pris 10 minutes. Et en même temps, j'apporte justement cette densité nutritionnelle, cette variété cette diversité des molécules qui me semble si intéressant. Et c'est quoi tes garde-fous pour aller chercher une haute densité nutritionnelle? Comment toi tu le mets en pratique? Donc, je pense que, donc, comme je le disais, à ce niveau-là, il y a deux éléments principaux. Le premier, c'est les modes de production, et le deuxième, c'est les types d'aliments. Si on prend les modes de production, déjà peut-être on peut, pour comprendre l'impact que peut avoir le mode de production sur l'aliment final, je peux peut-être raconter l'histoire des abeilles. Tu vois que les abeilles, ce qui différencie la reine des ouvrières, c'est simplement l'alimentation qu'elle aura eue. C'est-à-dire que la reine, elle aura été nourrie avec de la gelée royale et c'est ce qui va faire qu'elle va se transformer en reine. Mais alors qu'initialement, c'est exactement le même patrimoine génétique, c'est exactement les mêmes œufs à la base, etc. Tu vois. Et donc ça montre bien comment est-ce que la façon dont un animal ou une plante se nourrit peut changer radicalement ce qui va devenir. Et donc si on commence par les plantes, parce que les plantes sont à la base de tout, on regarde le cycle du vivant. En fait, tu as les chloroplastes des plantes qui vont capter les rayons du soleil et les transformer en énergie. C'est quand même déjà incroyable de se rendre compte que les plantes, c'est une espèce de moteur, peut-être le premier moteur, certainement le premier moteur de l'histoire, qui est capable de transformer une énergie lumineuse, des photons, en matière organique. C'est grâce à cette énergie qu'elle va créer des sucres, qu'elle va créer de la matière organique. Et sans les plantes, on n'a pas de construction de matière organique, donc déjà, le vivant, il n'existe pas. Donc, il faut vraiment comprendre qu'à la base de tout ce qui existe sur Terre, les plantes sont vraiment fondamentales. Et donc, les plantes, elles vont donc transformer ces rayons du soleil en énergie et elles vont en transférer une petite partie dans le sol via leurs racines, à peu près 30%. Et donc, ce sucre qui arrive dans le sol va nourrir des champignons. Les champignons qui vivent dans le sol, ils n'ont pas accès au soleil. Donc, ils ont besoin des plantes pour avoir accès à cette matière organique dont ils vont se nourrir. Mais en échange, ils vont faire quelque chose que les plantes ne savent pas faire, c'est-à-dire qu'ils vont transformer les minéraux des roches en ions qui vont pouvoir être utilisés par les plantes. Donc tu vois, on voit déjà qu'il y a une synergie déjà. Tu as le soleil qui arrive d'un côté, qui arrive sur les feuilles, qui permet de créer des sucres qui sont enfuis dans le sol, dans les racines, qui vont nourrir les champignons, et puis les champignons, ils vont donner des minéraux que les plantes vont pouvoir utiliser pour leur développement. Et puis dans ce sol, on va aussi avoir des virus, des bactéries, etc. Et en fait, c'est un peu comme le microbiote d'ailleurs intestinal du corps humain. Et ces bactéries, elles vont synthétiser des molécules qui vont participer à la croissance et à l'immunité des plantes. Un peu de la même façon que notre microbiote intestinal, il va jouer sur notre propre immunité, sur notre capacité à absorber certaines vitamines, etc. Tu vois. Et puis dans tout cet écosystème, tu vas aussi avoir des vers de terre, par exemple, qui vont être des architectes du sol en créant des galeries. Et dans ces galeries, il va y avoir des bactéries qui vont capter l'azote de l'air pour que les plantes puissent synthétiser leurs protéines. Donc tu vois, c'est vraiment magique quand tu vois tout ce cycle naturel qui se crée dans un sol vivant. Parce que là, c'est ce que je raconte, c'est ce qui se passe dans un sol vivant et qu'on peut mettre en opposition avec un sol artificiel qui va être ce qu'on va trouver en aquaponie, etc. Tu vois. Et donc voilà. Et donc quand elles sont bien nourries, les plantes, par un sol qui est vivant, elles vont pouvoir synthétiser des nutriments pour leur propre santé et puis aussi pour la nôtre. Tout ce qui est justement polyphénol, antioxydants, oméga 3, etc. C'est vraiment par cette interaction, par ce sol vivant, par les stresseurs qu'elles vont avoir. Donc, tu vois, le fait qu'elles vont être attaquées par les rayons du soleil, que parfois elles vont avoir un stress hydrique, c'est un principe hormétique. De la même façon que nous, quand on va s'exposer à des entraînements de sport, à des bains froids, à ce genre de choses, on va renforcer nos défenses. Les plantes, c'est pareil, elles vont renforcer leurs défenses quand elles vont être stressées. Et c'est ces défenses qu'on appelle vitamines en réalité, tu vois. Et donc ça a été mesuré. C'est pas juste pour rajouter une jolie poésie, pour raconter une jolie poésie. Ça a été mesuré. Donc il y a des études qui montrent que par exemple
la teneur en carotène dans les carottes, elle varie d'un facteur de 1 à 20 entre des carottes qui ont poussé en pleine terre par rapport à des carottes qui ont été poussées de façon un peu plus industrielle. Pareil pour le lycopène qu'on trouve dans les tomates, qui va varier d'un facteur de 1 à 10. Donc c'est absolument colossal. Donc là déjà il y a un premier élément de compréhension qui te dit que ok, la carotte de grande surface versus la carotte que tu as fait pousser dans ton jardin, elle a rien à voir. Ça c'est le premier élément. Et elle a rien à voir en termes de nutriments quand toi tu la manges directement, mais elle a rien à voir non plus dans l'impact qu'elle aura de l'animal qui va le manger et que tu mangeras après. Parce que la deuxième étape du cycle du vivant, c'est potentiellement les animaux qui vont se nourrir de cette masse organique qui a été créée par les plantes. Donc la plante, elle se nourrit du sol, mais elle nourrit aussi l'animal. Et l'animal nourrit à son tour ce cycle grâce à ses déjections. Donc là, on voit vraiment qu'on a un cycle vertueux qui est complet. Et donc l'élevage, d'ailleurs, est indispensable à la santé des sols, à la santé des prairies, etc. Et rend plein de services environnementaux à plein d'égards. D'ailleurs, c'est pour ça que on a souvent entendu dire que l'élevage était mauvais pour l'environnement, alors que là, tu vois, il y a The Shift Project, qui est une initiative, un think tank mené par Jean Covici, qui a donné son rapport de décarbonation de l'élevage, pas de l'élevage, pardon, de décarbonation de l'agriculture, et qui concluait que la solution, c'était pas d'arrêter de manger de la viande, mais c'était de revenir à un élevage à l'herbe, parce que c'est absolument indispensable. Et donc, ces vaches qui pâturent et qui vont manger de l'herbe, vont intégrer les oméga 3 que les feuilles de l'herbe ont naturellement développées. Et ces oméga 3 végétaux, ils sont très mal convertis, très peu biodisponibles pour l'homme. C'est-à-dire que si toi, tu prends des oméga 3 à base de graines de lin, par exemple, tu vas avoir un taux de conversion d'à peu près 5%. Par contre, si tu prends des oméga 3 que tu trouves dans des graisses animales, ils vont être parfaitement absorbés parce qu'ils sont sous une forme EPA et DHA qui est parfaitement adaptée à nous. Donc les vaches, elles vont pâturer, elles vont ingérer ces oméga 3 et puis d'autres nutriments aussi, tu vois, des antioxydants, des vitamines, etc. Et elles vont les concentrer dans leur viande, les concentrer dans leur graisse et les concentrer dans leur lait. Et ça, c'est pareil, tu vois. Tout ça, ça va être métabolisé pour être plus assimilable par l'homme et ça se mesure d'un point de vue laboratoire. Donc, il y a une étude notamment qui a comparé du bœuf d'herbe par rapport à du bœuf conventionnel et qui a mesuré plus de 1500 molécules, qui s'est aperçu que le bœuf d'herbe avait 4,1 fois plus d'oméga 3, 3,1 fois plus de vitamine E, 9,4 fois plus de niacine, c'est la vitamine B3, 2,6 fois plus de composés phytochimiques bénéfiques. Donc voilà, donc tu vois vraiment que toute cette richesse du sol se transfère à la plante et l'animal, quand il le mange, va en bénéficier. Et nous, quand on va manger cet animal, on va profiter de tout ça. Donc on voit que vraiment le mode de production du végétal, quand on le mange directement, change drastiquement sa densité nutritionnelle. Et l'alimentation de l'animal, quand on mange l'animal, change drastiquement sa densité nutritionnelle. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans un monde alternatif, quand tu vas acheter tes légumes, qui est, tu vois, le listing des micronutriments, et donc quand tu dois choisir tes 2 carottes, tu vois, que tu aies un listing de 3 micronutriments, tu vois, par exemple de bêta-carotène entre carotte explosée et carotte luxe, et finalement… On aurait pu le Nutri-Score du coup. Comme un Nutri-Score, mais un micro-Nutri-Score. Écoute, en tout cas, moi j'aimerais bien, nous on le fait, on l'affiche pour tous les produits féroces puisqu'on teste tout en labo et j'aimerais bien le faire, tu vois, un jour pour des fruits, des légumes, etc. La seule problématique, c'est que ça coûte cher. Les analyses labo, sanguines d'ailleurs, quand toi tu fais des analyses sanguines un peu poussées, si tu fais de la médecine fonctionnelle, tu vas être à, je sais pas, 500, 600 euros pour une vraie analyse vraiment complète. Potentiellement, tout ce qu'on teste, nous, une analyse moyenne pour de la viande, quand on teste tout et également les polluants, on est sur du 1200, 1500 euros. Donc, on le fait une fois par an et par élevage. Mais voilà, mais c'est un vrai investissement, quoi. Donc voilà, mais sinon, moi, ça me passionne et c'est pareil, tu vois, j'aimerais bien tester, par exemple, des sardines en conserve de grande surface versus des sardines surgelées que tu auras fait cuire toi-même versus des sardines fraîches que tu auras cuisinées.
Et peut-être qu'il y aura pas de différence, et tant mieux. Hein. Moi, je rêverais qu'il n'y ait pas de différence et de me dire, bah attends, c'est bon, je peux prendre les sardines de grande surface, en boîte de conserve, c'est hyper pratique. D'ailleurs, j'en mange souvent d'ailleurs. D'ailleurs, tiens, on arrive directement sur, je fais un parallèle sur le type d'aliment. Tu vois, sur les produits à haute densité nutritionnelle, les produits à plus haute densité nutritionnelle, pour moi, c'est, donc je disais le foie de bœuf, c'est la raison pour laquelle on en met dans notre haché féroce. Les rognons, c'est la raison pour laquelle on en met dans nos boulettes féroces. Enfin, globalement, les abats, c'est hyper riche en vitamines et en minéraux, et puis en acides aminés, etc., en collagène. Enfin, c'est hyper intéressant. Si on enlève les abats derrière, juste après, ça reste la viande rouge. Tu vois, si tu fais un tableau d'analyse comparatif sur le plan nutritionnel, tu t'aperçois qu'un steak, tu vas être à plus de 50% des AJR sur la plupart des nutriments en vitamines et minéraux. Tu prends n'importe quel légume, légumineuse, etc., tu vas être en général à 10% maximum ou en dessous. Sauf parfois sur certains nutriments spécifiques où tu en as qui sont hyper riches. Tu vois, par exemple, je sais pas, la carotte qui est très riche en bêta-carotène. Tu vas avoir certains où tu vas avoir un des nutriments où tu vas être hyper élevé, mais sinon les autres, globalement, tu seras à 10% ou moins. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Les légumes, ils apportent plein d'antioxydants, plein de fibres, etc., qui sont intéressantes pour notre microbiote. Voilà, c'est pas ça que je dis. Mais c'est intéressant de remettre les choses en perspective et de s'apercevoir que, en termes de densité nutritionnelle, la viande rouge est très intéressante. Tu vas avoir les œufs, tu vas avoir justement les sardines et les maquereaux qui sont des petits poissons gras qui sont moins pollués par les métaux lourds que le thon, par exemple. À savoir par ailleurs que le saumon, c'est du saumon d'élevage et que c'est une tragédie la façon dont c'est élevé. Donc, de mon point de vue, c'est vraiment un truc à éviter. Tout ce qui va être mollusques, tu vois, tous les coquillages, etc., qui sont très intéressants. L'huître qui est hyper riche en zinc. Mais on voit que c'est quand même plutôt des produits d'origine animale, tu vois, que ce soit du côté des poissons ou du côté des viandes. Globalement, les produits les plus denses en nutriments, ou les œufs, c'est des produits d'origine animale. Et la spiruline? La spiruline, pour moi, c'est un peu ces super aliments à la mode. Pour moi, c'est bidon. Que ce soit la spiruline ou d'ailleurs les baies de goji, enfin tous ces trucs-là. Donc, si on prend la spiruline, tu regardes sur le papier la teneur en nutriments au 100 grammes, c'est intéressant. Clairement, il y a pas à dire, c'est intéressant. Mais quand tu prends de la spiruline, c'est en mode complément alimentaire avec des cachons qui font entre 1 et 5 grammes. Et là, c'est ridicule en termes d'apport. C'est vraiment pas intéressant. Donc, et en plus, ça coûte la peau du cul. Donc tu vois, c'est pareil, tous ces espèces de super aliments qui viennent de l'autre bout de la planète, qui ont une empreinte carbone énorme. Pour moi, les vrais super aliments, c'est justement les abats, c'est les œufs, c'est les herbes sauvages, c'est des légumes élevés dans le sol, cultivés en sol vivant et riche, qui sont locaux et qui vivent et qui ont poussé près de chez toi. Je pense aussi, et ça c'est plus philosophique, que les fruits et légumes qui poussent près de chez toi, ils sont adaptés à un environnement en termes d'oxygène, de température, etc., qui est cohérent avec celui dans lequel toi-même tu vis. Et donc que les défenses qu'ils vont avoir développées, que les virus, bactéries et levures qu'il y aura dessus et que tu vas ingérer et qui vont interagir avec ton microbiote sont cohérents avec l'écosystème dans lequel tu vis et vont être beaucoup plus bénéfiques. Mais peut-être aussi adapté à ton génotype. Complètement. Et on peut du coup aussi parler des petites baies qui sont très riches en antioxydants, puisqu'on quand même il faut chercher du côté végétal. Il y a des choses magnifiques. Mais tu vois, c'est intéressant de reparler de ça. Tu l'avais dit sur le premier épisode que en fait les micronutriments sont plus riches dans les produits animaux que dans les végétaux. Généralement, on dit bah ouais, il faut manger des fruits et des légumes pour avoir des vitamines. Et ça, c'est une fausse bonne idée en fait. Ouais, pour moi, en fait, vous avez donné la réponse que je donnerais tous les deux, parce qu'en fait, la première partie de l'équation, c'est ce qui va être vitamines, minéraux, acides aminés essentiels, etc. Et ça, je pense que les produits animaux sont les meilleures sources possibles. Et puis, ce que tu évoquais, Pierre, avec les baies, etc., tout ce qui va être plutôt antioxydants, polyphénols et fibres, ça va plutôt être le règne végétal.
Donc, on voit que les deux sont complémentaires, apportent des choses différentes. Et d'ailleurs, dans cette complémentarité, on peut peut-être parler d'un autre élément qui est absolument central dans cette idée de densité nutritionnelle, c'est le concept de matrice cellulaire. Parce qu'aujourd'hui, dans le réductionnisme moderne, il y a un petit peu cette croyance qu'on peut isoler les molécules et puis les absorber en prenant des compléments alimentaires ou des poudres qui seraient soi-disant parfaites sur le plan nutritionnel, comme feed, etc. Tu vois. Et ça, en fait, c'est une forme de réductionnisme qui laisse complètement sous silence, notamment le principe des phénomènes émergents. En fait, pour essayer de comprendre le vivant, on l'a réduit à des structures toujours plus petites. Au début, on a regardé le corps humain, puis après, on a regardé le système cardiovasculaire, et puis après, on a regardé le cœur, et puis après, on a regardé les cellules du cœur, et puis après, on a regardé les organites à l'intérieur de la cellule du cœur. Et en fait, plus tu vas en profondeur, et puis après, on a regardé les molécules, et puis après, les atomes qui le constituent. Et en fait, plus tu vas loin dans ce réductionnisme, plus tu comprends de choses, c'est très intéressant, mais tu perds les aspects synergiques qui fait que le tout est supérieur à la somme de ses parties. Et une bonne façon d'illustrer ce principe des phénomènes émergents, c'est l'eau. L'eau, H2O, sa structure moléculaire, c'est deux gaz en fait, l'hydrogène et l'oxygène. Si tu étudies deux gaz et que tu les prends comme ça de façon séparée, à aucun moment tu arrives à de l'eau. C'est pas possible, c'est des gaz et ils sont volatiles par définition. Et pourtant, quand tu les lis ensemble, tu as un phénomène émergent, c'est un changement d'état, ça devient de l'eau. Ces phénomènes émergents, ils existent partout, tu vois, et ils sont centrales dans le vivant. Et donc, ce concept de matrice cellulaire, de mon point de vue, il a trois éléments fondamentaux. Le premier, c'est celui dont je viens de parler, tu vois, cet effet synergique. Tu vois, les fibres, les lipides, les protéines, les micro-constituants, tous les polyphénols, etc., ils interagissent ensemble et ils ont un effet global sur l'aliment. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse dedans, mais cet effet cocktail, il existe aussi dans les composés négatifs, parce que souvent, tu vois, dans les polluants, on va tester tel ou tel polluant et puis on va dire, tant qu'il dépasse pas telle norme, ça va, c'est bon. Sauf qu'on prend pas en compte l'effet cocktail de tous ces polluants qui, mis ensemble, vont interagir ensemble et vont se maximiser et se potentialiser et vont avoir un effet délétère d'autant plus important. Mais au sein de la matrice d'un aliment, donc là en l'occurrence je parlais de l'effet synergique de tous ces composants qui ont plutôt des effets bénéfiques et qui peuvent pas s'expliquer uniquement lorsque tu les prends de façon isolée. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un effet sur l'efficacité d'absorption. J'en ai parlé un peu plus tôt d'ailleurs que dans les carences un peu généralisées qu'on observe, l'une des problématiques c'est qu'on absorbe moins bien. Donc on a des aliments qui sont plus pauvres et en plus on absorbe moins bien les nutriments qu'ils ont. Et ça c'est parce que la matrice modifie la façon comment et quand sont absorbés justement ces nutriments, comment ils vont être libérés, dégradés. Donc voilà, parce que la biodisponibilité d'une molécule, elle va être potentialisée potentiellement par tout ce qu'il y a autour. Donc ça, on peut donner plusieurs exemples par rapport à ça. On sait par exemple que les vitamines liposolubles, elles vont être beaucoup mieux absorbées si elles sont dans un corps gras. Pas pour rien d'ailleurs que la vitamine D ou ce genre de trucs, elles sont à chaque fois conservées et puis absorbées dans des espèces de spray avec du gras. Et un autre exemple qui vient de me sortir de la tête, qui est hyper intéressant, je trouve, avec le zinc. Il y a des études qui ont montré que donc le zinc d'origine animale, il est beaucoup plus biodisponible que le zinc d'origine végétale. Mais il y a quelque chose qui est absolument fascinant, c'est que quand au sein d'un même repas tu manges du zinc d'origine animale et du zinc d'origine végétale, le zinc d'origine animale, va potentialiser l'absorption de toutes les autres sources de zinc. Donc, il va aussi améliorer l'absorption du zinc végétal. Donc là, tu vois bien qu'il y a un effet synergique qui modifie l'efficacité d'absorption. Et le troisième élément sur la matrice cellulaire, c'est le côté de la réponse métabolique. Sur la rapidité de la digestion, le pic métabolique, l'impact sur la glycémie, l'insuline, la satiété, le fait de mastiquer, potentiellement une viande, ou n'importe quel aliment d'ailleurs, le fait de manger une pomme, tout ce côté mastication, etc., ça modifie l'amylase salivaire qui va commencer à digérer et à découper les glucides. T'as cette notion de phase pré-insulinique qui va précharger la sécrétion d'insuline et améliorer la gestion notamment des glucides. Et qui est lié au fait de voir une assiette. Donc là, c'est même pas, t'as encore rien mis dans ta bouche. C'est le fait d'avoir préparé ton assiette, tes aliments, de les avoir découpés, de les voir,
qui va modifier et c'est comme si le corps il se mettait déjà, tu vois, en disposition pour le digérer et le manger. Donc ça va jouer sur l'activation du système parasympathique qui joue aussi sur la digestion. Enfin voilà, et donc toute cette complexité là, tu la perds si tu considères que l'alimentation c'est simplement un ensemble de molécules qu'on met bout à bout. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast. Et pour compléter tout ça, c'est exactement ce que décrit Anthony Berthoud dans son livre Du bon sens dans notre assiette. Il parle de cette matrice autour de l'aliment, de vouloir séparer et isoler. Finalement, c'est juste, David, on n'est pas assez intelligent pour tout comprendre et on essaye d'isoler les processus à chaque fois pour comment ça fonctionne, sauf que bien trop complexe pour nous et pour notre esprit d'arriver à cartographier 200 réactions chimiques simultanées sur un même élément. C'est trop complexe. Et les interactions entre elles. Et juste, on parlait d'isoler. C'est comme se dire que de remplacer du sucre par un édulcorant, c'est une bonne solution. Puis finalement, on se rend compte que en remplaçant le sucre par l'édulcorant, effectivement, peut-être la glycémie monte pas tant que ça. Mais l'édulcorant, c'est un perturbateur endocrinien. Ça perturbe aussi l'équilibre du microbiote. Et on se rend compte à avoir un autre problème. C'est des échanges et c'est jamais des bonnes solutions. À chaque fois, on veut isoler, tu sais, et voir édulcorant juste pour la glycémie, mais finalement, tous les effets secondaires sur le microbiote, le système endocrinien. Après, on est les premiers à le faire aussi. Hein, tu vois, l'épisode d'avant, on a pris le resveratrol, on est parti sur le C15. Tu vois, on essaye de comprendre chaque procédé parce qu'on a envie de comprendre, mais parfois, en fait, la seule chose qu'on comprend pas, c'est le vivant, en fait. On n'arrivera jamais à comprendre. Et David, on a fait un épisode magnifique, j'ai envie de rebondir sur ça, Pierre, avec Dr Gimberto. On sort du spectre, mais en fait, c'était sur les fascias. Donc, c'est le premier chirurgien à avoir filmé le fascia vivant, tu vois. Et ça me ramène à cette matrice, en fait, à notre propre matrice. Tu vois, c'est un épisode exceptionnel. Si tu peux l'écouter, c'était vraiment magnifique. Comment tu définis la matrice, toi? Tu sais, c'est un peu flou. Et juste sur cette parenthèse sur les fascias, j'ai vu ça s'appelle une endoscopie quand on a une caméra à l'intérieur des tissus vivants. Et c'est ses travaux à Jean-Claude Gimberto, au docteur Jean-Claude Gimberto. J'ai écouté l'épisode et donc moi je l'ai vu et donc effectivement tu vois ces fibres de collagène qui relient tout et cette espèce de continuité tissulaire où quand tu lis l'anatomie, tu vois des lasagnes en fait. Et quand tu es à l'intérieur du vivant, tu vois que c'est juste une densification différente des tissus, mais qu'en fait, ils sont tous interconnectés les uns les autres et en communication. Et c'est là où tu comprends comment un truc qui se passe à un certain endroit du corps peut avoir des répercussions à un endroit complètement différent. En fait, tout est en lien, il y a une unicité qui est totale. Mais tu vois, on a voulu isoler dans les manuels d'anatomie au niveau du système musculo-squelettique un muscle avec insertion, terminaison et finalement, avec ces travaux, on voit que c'est bien plus complexe que ça. Il y a une continuité de fibres musculaires il y a des continuités entre le muscle, le tendon et l'os. Et on n'est pas sur un tissu qui s'arrête à un point A, qui commence à un point B. C'est bien plus complexe que ce qu'on pensait. Et d'isoler un muscle, c'est se tromper. Ce sont des ensembles de chaînes qui fonctionnent ensemble en synergie. C'est exceptionnel. Il dit la perception de la modification de l'os vers le tendon, vers le muscle est imperceptible à l'œil nu, tu vois. Donc, c'est vraiment une invitation à contempler le vivant et le continuum. C'est exceptionnel. Bah écoute, c'est marrant parce que donc je connaissais ses travaux, j'avais oublié son nom et je vais écouter avec passion l'épisode. Je suis trop content de savoir que vous l'avez fait parce que je crois que je l'ai jamais entendu dans un podcast. Donc je vais m'ajouter ça dans ma liste des prochains à écouter. Donc un grand merci pour ce partage. Tu vois, la question de la biodisponibilité, de l'assimilation, c'est à la fois, ça se trouve dans l'origine de nos aliments, mais aussi dans notre propre santé. On a beau bien manger, si notre paroi intestinale fait pas le taf, on va pas avoir la molécule au bon endroit, au bon moment. Est-ce que tu peux nous faire un petit focus sur ça? Non, bah ouais, tout à fait. En fait, forcément, tu vois, la muqueuse intestinale, en fait, la lumière intestinale, l'intestin, c'est
c'est le monde extérieur. Même si c'est à l'intérieur de notre corps, en réalité, ça fait partie du monde extérieur. Et cette muqueuse, ben, c'est un petit peu un filtre qui est un point de contact entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et d'ailleurs, c'est fascinant parce que tu vois, on a tendance à prêter des bénéfices ou des inconvénients à des aliments, alors que les aliments de base, ils sont neutres, tu vois, ils sont pas bons ou mauvais. C'est leur interaction avec nous-mêmes qui va faire qu'ils vont être potentiellement positifs ou négatifs. Et cette interaction, elle dépend de plein de choses. Elle dépend de notre génétique, de notre épigénétique, de ce qu'on a mangé les 1000 premiers jours de notre vie, de notre microbiote, de notre système de croyance, de notre pensée, de ce qu'on pense de ces aliments, de notre quantité de sport, de 1000 facteurs, tu vois. Et donc ça, c'est pareil, c'est impossible de les résumer ou de les réduire à une chose en particulier. Et donc voilà, et donc c'est clair que plus la muqueuse est en bon état, bah, plus elle est capable de faire correctement son travail. Et à l'inverse, ben, quand elle est trop souvent stressée, il y a une inflammation locale qui fait que les cellules endothéliales fonctionnent moins bien. Il y a des cytokines pro-inflammatoires, etc., qui sont sécrétées. Et donc c'est un petit peu comme si elle était. On peut faire une métaphore, tiens, ça va être parlant. Imagine, tu vois, un champ, un beau champ, tu vois, avec des belles fleurs, etc., versus un front de guerre. Et donc, bah, si elle est tout le temps en front de guerre avec tous les soldats qui sont en train de se battre, etc., plein de cadavres au sol et tout, ben forcément, l'énergie qu'elle peut déployer pour traiter les nutriments qui arrivent et les absorber correctement est autrement plus faible que si elle est simplement en train de se promener dans un joli parc bucolique avec des beaux parterres de fleurs. Et puisqu'on parle de la capacité d'absorption, je pense que cet épisode sur la densité nutritionnelle pourrait pas être complet si on parlait pas des facteurs antinutritionnels. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut dire par rapport à ça. Moi, je pense que je commence par un petit prérequis en mode, je pense qu'il faut pas faire une obsession sur les facteurs antinutritionnels. Si on mange varié, équilibré, etc., à mon avis, tu vois, peut-être qu'un jour, tu vas avoir des facteurs antinutritionnels qui vont réduire ton absorption du zinc, mais le lendemain, tu vas pas manger le même aliment et donc au final, tu auras un taux d'absorption du zinc qui sera très bon. Et donc, en moyenne, au final, ça ira très bien. Et d'ailleurs, ça rentre aussi dans l'effet synergique de matrice cellulaire dont je parlais tout à l'heure, où tu as des choses qui vont se maximiser, et puis aussi des antagonistes qui vont s'équilibrer, tu vois. Et c'est peut-être pas plus mal, et je pense que l'intelligence du vivant et de la nature est toujours supérieure à celle qu'on aura nous avec notre assiette. Pour autant, là où je pense que c'est important d'en parler, c'est parce que aujourd'hui il y a justement ces alternatives végétales, notamment ces steaks végétaux, etc. Pour moi, c'est une abomination parce que c'est vendu comme des alternatives saines. Tu vois, t'as le packaging qui est vert, etc. Ça a l'air super parfait, alors que c'est des produits ultra transformés, remplis de merde. Et notamment de facteurs antinutritionnels. Et donc j'ai vu une étude que j'ai trouvée hyper intéressante. Je l'ai vue là il y a pas longtemps. Elle a été présentée au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand, menée par l'INRA, qui est l'Institut national de recherche en agriculture. En agronomie. En agronomie. Bon voilà, merci Pierre. Et donc ils ont comparé 6 repas et avec chacun 40 grammes de protéines. Je la trouve très très intéressante. En fait, on pourrait la contester de plein de façons différentes, mais c'est pour montrer pourquoi est-ce que la densité, on a toujours tendance à focaliser sur les macronutriments et penser que toute chose est égale, alors que les choses ne sont pas égales. Et je trouve que cette étude est hyper évocatrice vis-à-vis de ça, et je trouve que ça sera une belle conclusion de notre épisode pour montrer que, tu vois, de la même façon qu'une carotte est pas la même qu'une carotte élevée en terre est pas la même qu'une carotte en aquaponie. Voilà, je trouve que c'est une bonne façon de voir ça. Donc, elle a étudié 6 repas et dans chacun, il y avait 40 grammes de protéines. Ils ont vraiment mesuré, à chaque fois, c'était bien 40 grammes de protéines. Sauf que tu avais des repas avec une majorité de viande, des repas équilibrés avec de la viande, des pois chiches, de la semoule, des repas avec surtout beaucoup de pois chiches et semoule et pas beaucoup de viande, et des repas avec un substitut végétal, donc un steak végétal. Tu vois. Donc en gros, dans le spectre, tu vas du quasiment carnivore au équilibré avec de la viande, au végétal mais sans produits ultra transformés, au végétal avec substitut végétal type steak végétal. Et déjà,
premier élément de compréhension, la digestibilité des protéines qui variait d'à peu près 100% à 80%. Donc, c'est-à-dire que sur ces 40 grammes de protéines, dans les régimes à base de viande, il y avait les 40 grammes qui étaient absorbés. Dans les régimes végétaux, tu n'étais plus qu'à 80% de ces 40 grammes. Premier élément de compréhension. Deuxième élément de compréhension, la disponibilité de certains acides aminés, et notamment la lysine. Et donc ça, c'est l'absorption de la lysine, elle variait du simple au double. Donc dans ceux avec la viande, tu avais grosso modo une absorption de 100% de la lysine. Dans ceux avec l'alternative végétale, d'ailleurs, je fais une parenthèse, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Donc là où tu avais la meilleure absorption, c'était toujours les régimes avec la viande. Là où tu avais la moins bonne absorption, c'était toujours les régimes végétaux. Mais là où c'était le pire, c'était pas le régime végétarien avec des pois chiches, c'était celui avec l'espèce de substitut de viande, là où ils te disent que c'est génial, et en fait, c'est vraiment d'adobe. Donc, tout ça pour dire que si tu veux être végétarien, ok, sois végétarien, mais va pas acheter ces merdes. Bon. Et donc voilà. C'est 1000%, ça. Hein. Ouais. Donc voilà, donc le repas avec le steak végétal, il fallait manger 2,5 fois plus de calories pour atteindre les besoins en lysine. Donc là, juste sur la lysine. Donc ça veut dire que sur le repas, les gens avaient dû consommer 1400 calories pour atteindre les besoins minimums de lysine versus 600 calories avec un repas avec de la viande. Donc là, je te parle même pas d'un repas carnivore, hein, juste le repas où il y avait une dose, je crois que c'était un tiers de viande. J'ai fait des screens du truc, des slides si tu veux, je pourrais te les envoyer. Et pareil, si tu regardes les cofacteurs, donc notamment les minéraux comme le fer et le zinc, eh ben, t'avais un taux d'absorption qui était de 100% avec les repas, pardon, pas un taux d'absorption. Enfin, oui et non. T'atteignais 100% de tes besoins en zinc et en fer avec le repas dans lesquels il y avait de la viande. Et t'étais à peine à 50% avec ceux qui avaient des alternatives végétales, tu vois. Et donc là, on s'aperçoit qu'avec 6 repas qui ont tous 40 grammes de protéines, eh bien, la façon, la digestibilité, la façon dont tu absorbes les acides aminés et les cofacteurs qui vont avec, n'ont rien à voir. Absolument rien à voir. Et voilà. Et donc, je pense que c'est hyper évocateur de tout ce qu'on dit depuis le début. Et donc, il faut pas se focaliser que sur les macronutriments, mais aussi sur tout ce qui va avec. Et les macronutriments d'un aliment à l'autre, d'une alternative à l'autre, vont pas trop varier. Mais par contre, l'accompagnement nutritionnel aura rien à voir. Tu vois, ça pose la question des végétariens. Comment tu réponds au régime végétarien et à la question de la densité nutritionnelle? Est-ce que c'est antinomique ou est-ce que c'est possible d'augmenter sa densité nutritionnelle et d'avoir une alimentation végétarienne ok? Alors déjà, ça dépend si on parle de végétarien ou de vegan. Je pense que si tu es vegan, non, je pense pas que ce soit possible. Et d'ailleurs, tu citais Anthony Berthoud, qui est quand même très engagé pourtant dans la cause écologique et environnementale. Et, il est le premier à le dire. Le docteur Mouton, qui est un passionné des animaux et qui va jusqu'à faire traverser les escargots lorsqu'ils sont au milieu de la route pour éviter qu'ils se fassent écraser, est le premier à le dire. Enfin voilà, je veux dire, tu peux pas espérer que ta physiologie fasse un switch du jour au lendemain, alors qu'en fait, pendant 300 000 ans, on a consommé 60 à 70% de nos calories à partir de sources animales. Donc ça ne veut pas dire qu'il y avait 60 à 70% de nos calories qui étaient des protéines, mais étant donné que principalement les graisses venaient aussi de ces sources animales et que c'était ce qu'il y avait de plus dense en termes de calories, eh bien 60 à 70% de nos calories venaient de sources animales. Ce qui n'empêche que selon Anthony Berthoud, on mangeait entre 1 et 1,5 kg de légumes par jour, ce qui est quand même hyper important, mais c'était pas des légumes hyper glucidiques, donc en termes de pourcentage de calories, ça représentait que 30 à 40% de nos calories. Bah, tu peux pas espérer que notre physiologie qui s'est adaptée pendant 300 000 ans à ce contexte évolutionniste puisse du jour au lendemain changer parce que toi, tu as décidé que par éthique, tu voulais devenir végétarien ou vegan. Ça, c'est une première chose. Après, sur le fait d'être végétarien, je pense que c'est des régimes qui sont forcément plus complexes, que si tes parents et arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents étaient végétariens, bah, très certainement, tu as quand même des débuts d'adaptation génétique et puis même en termes de microbiote, etc. Je vois un Kylian Jornet, par exemple, qui est végétarien, il a l'air de très très bien s'en sortir, mais ses parents l'étaient aussi, etc.
Donc, je pense qu'il y a des adaptations épigénétiques et au terme, d'un point de vue microbiote, etc., qui jouent là-dedans. Donc, il faut prendre en compte le contexte individuel. Un végétarien, potentiellement, il va quand même manger des œufs, etc. Donc, il peut avoir des sources. Les œufs, c'est un super aliment. C'est clairement hyper dense d'un point de vue micronutritionnel. Donc, voilà. C'est la référence sur la qualité des protéines, d'ailleurs. Ouais, non, c'est super, hein, les œufs, clairement. On a fait un épisode avec Anthony Berthoud sur les œufs. C'était Après, tu vois, si t'es un végétarien qui mange du fromage, bon, d'un point de vue philosophique, c'est un peu absurde parce que la filière laitière, elle peut pas exister sans la filière bovine. Parce qu'en fait, pour que les vaches elles fassent du lait ou les chèvres, etc., fassent du lait, il faut d'abord qu'elles fassent des veaux, des agneaux, ce genre de trucs. Et puis, on est bien obligé d'en faire quelque chose, surtout des mâles, donc on les tue et on les mange. Donc, si t'es végétarien pour la cause animale parce que t'es contre le fait de manger de la viande, c'est pas logique de manger du fromage. Bon, ça c'est juste une parenthèse philosophique. Et tu vois sur mais pour conclure quand même, je pense que c'est quand même difficile d'avoir un régime optimal en étant végétarien pour la plupart des gens. Et naturellement, c'est un régime qui sera beaucoup plus riche en glucides parce que pour avoir cette densité nutritionnelle et couvrir tes apports, même en macronutriments, mais surtout en micronutriments, tu vas être obligé de manger beaucoup plus de légumineuses, de céréales, etc. Et voilà. Et donc il y a forcément une question qui se pose sur aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de publications autour de l'alimentation low carb, du cétogène, etc. Et l'idée, c'est pas forcément de dire à tout le monde qu'il faut être cétogène, mais et je pense qu'on est assez d'accord avec Anthony Berthoud sur le sujet. Diminuer globalement notre quantité de glucides pour la plupart des gens qui est quand même relativement sédentaire, ça reste une bonne idée. Et avoir des phases où on est en jeûne ou en cétogène ou en low carb pour entretenir une forme de flexibilité métabolique un peu stratégique, ça semble quand même apporter beaucoup de bienfaits pour la santé cérébrale, pour la réduction de l'inflammation, de l'oxydation, etc. et la longévité. Et tu vois, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. J'ai vu votre pub féroce où vous placez vos steaks en face des compléments. On sait que les compléments sont à la mode. Peut-être que ça peut être une solution aussi pour les végétariens de se complémenter sur certains micronutriments. On écoute souvent que l'alimentation, elle serait insuffisante en termes nutritifs, et c'est pour ça qu'on aurait besoin de se complémenter. Je pense que dans ton exploration personnelle, tu t'es déjà complémenté, c'est peut-être plus le cas. Parle-nous un petit peu de tout ça. Oui, effectivement, tu peux être végétarien et compenser en prenant des compléments alimentaires. Après, comme on l'a expliqué précédemment, l'effet matrice cellulaire, il est hyper important et donc je pense qu'une molécule synthétique ou même si elle est pas issue de la chimie, mais qu'elle a été synthétisée à partir de processus de fermentation ou autre, à des doses qui n'existent pas dans un aliment naturel et sans tous les cofacteurs qui devraient y avoir avec, sera toujours inférieur sur l'impact physiologique, métabolique. Donc voilà, donc je pense que c'est peut-être un moindre mal, mais en tout cas c'est clairement pas la solution optimale de mon point de vue. Donc effectivement, notamment dans mon suivi à l'époque, j'étais suivi en médecine fonctionnelle par le docteur Bouton et je prenais un tas de compléments alimentaires. J'en prends plus aucun à part 3. Je continue à prendre du magnésium parce que j'ai pas réussi à trouver suffisamment de sources naturelles et entières entre guillemets pour couvrir mes besoins, sachant que je m'entraîne entre 7 et 10 heures par semaine selon voire un peu plus parfois sur des grosses semaines de charge. Donc j'ai quand même une déplétion du magnésium qui est plus importante que la moyenne, d'une part. Et d'autre part, il y a quand même une réalité qui est, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, de l'appauvrissement des sols, etc. Enfin, j'ai pas trouvé, en tout cas, à date, de façon de couvrir 100% de mes besoins avec des sources entièrement naturelles. Donc, magnésium, vitamine D en hiver, tout simplement parce que on est moins exposé au soleil. Et donc, même s'il y en a un peu dans le fif de bœuf, dans les sardines et dans le foie de morue que je mange, ça me semble pas suffisant et le sujet me semble assez bien documenté pour que ça me semble fondamental. Et puis, je prends de la glycine, qui est un constituant du collagène, parce que c'est un acide aminé qui est considéré comme semi-essentiel, dans le sens où le corps est capable d'en synthétiser seul,
mais il en synthétise à peu près 2,5 grammes par jour. T'en top 2 à 3 grammes avec l'alimentation, alors qu'il faudrait à peu près 12 grammes pour assurer le renouvellement de nos tissus. Et il y a pas mal d'études qui montrent justement l'avantage sur le renouvellement des tissus, sur la qualité du sommeil, la production d'hormones de croissance, etc. Tout ça étant assez lié d'ailleurs parce que avec plus de disponibilité de cet acide aminé, eh bien le corps il se dit tiens, j'ai ce qu'il faut pour renouveler mes tissus, donc je vais augmenter les phases de sommeil profond réparateur qui sont les phases où ces tissus sont réparés, et je vais augmenter la production d'hormones de croissance parce que c'est elle qui va doper cette réparation des tissus. Au final, c'est assez lié, assez logique d'un point de vue physiologique. Et ça, la glycine, en soi, je pourrais l'avoir via des sources alimentaires. Par exemple, dans le hachis féroce, il y a du collagène et donc il y a de la glycine. Je fais du bouillon d'os de poulet. J'en avais déjà parlé dans notre épisode sur la viande en donnant ma recette. Donc il y en a là-dedans. Pour autant, je travaille depuis 1 an sur un bouillon d'os concentré féroce, donc qui sera riche en collagène et riche en glycine. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à avoir quelque chose qui me satisfait, notamment en concentration de glycine par serving. Et donc voilà, étant donné que j'ai pas encore réussi à développer le produit que je veux, voilà, je garde cette complémentation-là qui me semble importante. Oui, parce que tu vois, toutes les entreprises de compléments et féroces répondent au même problème, c'est la faible densité nutritionnelle de nos aliments. Donc voilà, ça me paraît assez intéressant que tu viennes apporter un petit sujet. Est-ce que Après, pour conclure... attends, excuse-moi, par rapport à ça, tu prends le hachis féroce, franchement, c'est vraiment un multivitamine naturel. Hein. voilà. T'as vraiment plus besoin de multivitamines, et tu regardes, je l'ai mis d'ailleurs quand tu reçois ta commande, il y a un livret d'accueil dans lequel je mets toutes les vitamines, les minéraux, la quantité d'AJR, où je le compare dans un tableau d'analyse comparative avec d'autres aliments, que ce soit du poulet, des carottes ou des lentilles. Enfin, et ça, c'est purement factuel, tu vois. C'est même pas, je le prouve par des analyses labo. Enfin, voilà, t'as vraiment. En fait, tout était parti d'une étude du professeur Tibel qui montrait que 7 grammes de foie de bœuf suffisait à couvrir un tiers de nos besoins. Et nous, on n'a pas mis 7 grammes, on en a mis 23 grammes, ce qui fait 100% de tes besoins dans la plupart des nutriments clés. À part la vitamine C, clairement, il n'y en aura pas dedans. Sinon, pour quasiment toutes les vitamines et minéraux et acides gras essentiels, et même certains acides aminés un peu intéressants, comme j'en parlais tout à l'heure, le collagène, la glycine, la carnitine, la créatine, c'est super bien, tu vois. Donc, tu as vraiment un produit all-in-one, quoi. Et est-ce que tu pourrais nous faire, pour une petite conclusion, comment tu te places de l'origine, de l'élevage, de la conservation et de la cuisson des aliments pour optimiser ta densité nutritionnelle de tes repas? Tu veux dire pour le hachis féroce? Ouais, même globalement, toi, dans ton quotidien, comment tu gères vraiment la chaîne du bout au bout? Eh bien, pour la viande, pour moi, il faut que ce soit de la viande qui soit issue d'élevage 100% à l'herbe, donc que ce soit pour le bœuf ou d'autres animaux, sans maïs ni soja. Ça, c'est la première chose. Les poissons, je me concentre sur les maquereaux et les sardines. Soit je les achète fraîches et je les cuis au vitaliseur, soit je les achète en boîte parce que c'est très pratique. Pour tout ce qui est végétaux, je privilégie des végétaux uniquement locaux, de saison et bio. Ensuite, en termes de conservation, j'essaie donc la viande, elle est surgelée. Donc, elle a été surgelée via un procédé de surgélation professionnel qui permet vraiment d'avoir une descente rapide en température, qui évite la formation de cristaux de glace qui pourraient détruire justement la membrane cellulaire et qui ferait qu'en la décongelant, tu perdes tout le sang et le jus, ce qui arrive quand tu fais des congélations à domicile. Donc là, la viande, elle est vraiment figée et elle est protégée tant sur le plan organoleptique que nutritif. Donc voilà, c'est hyper pratique. Et donc ensuite en termes de cuisson, donc le hachis féroce et les boulettes féroces, je les cuis au vitaliseur de Marion. Mes légumes, je les cuis au vitaliseur de Marion, ou alors je les mange crus. Donc très souvent le midi, je mange des crudités, de la salade, etc., des légumes crus, et le soir plutôt des légumes cuits au vitaliseur. Lorsque c'est des légumes cuits, je les assaisonne avec du fif de bœuf d'herbe.
et je rajoute des herbes sauvages qu'on commercialise aussi et un peu de gros sel non raffiné. Lorsque c'est des légumes crus, j'assaisonne avec de l'huile d'olive à haute teneur en polyphénol féroce. Et, euh, et pour la cuisson des viandes, des pièces bouchères, je préfère les cuire à la poêle. J'ai une poêle en inox 18-10, donc c'est des poêles de qualité qui sont pas anti-adhésives, parce que dans les anti-adhésifs et même les pseudo, t'as tout ce qui est Tefal aussi, mais t'as tout ce qui est Tefal, mais t'as aussi tout ce qui est genre les espèces de pierres de lave, ces trucs-là en fait c'est bidon, il y a des revêtements qui sont plein de merde. Donc voilà, et donc je mets le feu à peu près à 5 sur 9. Je laisse la poêle chauffer 2-3 minutes. Je rajoute un peu de suif de bœuf et je saisis ma viande rapidement des deux côtés en la gardant bien saignante à cœur, en évitant les hautes températures, en évitant de cramer la croûte. Et justement là aussi je rajoute des herbes parce que les herbes elles ont des polyphénols, des antioxydants qui vont tamponner la formation d'AGE et diminuer justement la formation de composés cancérigènes à la cuisson. Et le dernier élément, c'est que j'évite au maximum le plastique. Donc ça, c'est un engagement qu'on a dans tous les produits féroces. On essaie qu'il y ait zéro plastique. Donc la viande, elle est emballée dans des poches en craft. Le suif dans des pots en verre. Tu vois, là, on est en train de faire un jerky, c'est de la viande séchée. C'est pareil, on a fait des sachets en craft et puis avec une barrière de protection en cellulose végétale. Enfin, voilà, donc ça c'est un vrai truc. Tous les fruits et légumes que j'achète, je les achète en vrac dans mon magasin bio et donc mis dans des sacs en papier. Enfin, voilà, donc au maximum j'évite le plastique. Je filtre mon eau pour éviter tous les polluants qu'on trouve dans l'eau. Donc quand je suis chez moi, j'ai un fil par gravité Berkey et quand je suis en déplacement, j'ai une gourde Oppo. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour globalement. C'est trop bien, j'avais envie de Et puis conclure. voilà, et Mais puis mes fromages au lait cru, donc j'évite tout ce qui est fromage pasteurisé, stérilisé, etc. Le lait UHT, c'est une catastrophe. De toute façon, je bois pas de lait. Mais donc voilà, fromage et beurre, si j'en consomme au lait cru issu de mes petits producteurs de vaches d'abondance qui ont pâturé dans les montagnes, des œufs plein air bio bleu blanc cœur. Là, pour le coup, c'est intéressant qu'ils soient bio et bleu blanc cœur, je trouve, parce que via le bleu blanc cœur, elles sont enrichies en graines de lin et donc tu as des jaunes d'œufs qui sont plus riches en oméga 3. Et puis voilà. c'était magnifique, hein. Tu nous as fait une symphonie du vivant et de ton quotidien qui est à 1000%. Je vais me mettre en retard parce que je dois travailler bientôt, mais l'hydratation, tu filtres ton eau. C'est aussi sujet à est-ce qu'on reminéralise l'eau derrière? Est-ce Pas que toi, moi. tu as eu une Non. info sur ça? Ouais, On a bah moi je me souviens dans mes cours de physio où je me souviens de cette phrase qui dit que l'eau vaut plus par ce qu'elle emporte que par ce qu'elle apporte. C'est-à-dire que l'eau elle sert à plaire à d'une Pierre, forme ça. ouais, bah oui, oui. Euh, et donc voilà, et que l'eau elle sert surtout à emporter bah voilà tout ce que le corps a détoxifié, tout ce qu'il doit éliminer, etc. Plutôt que à apporter des vitamines, des minéraux, etc. D'autant plus que les minéraux dans l'eau sont dans des formes inorganiques qui sont très peu assimilées. Donc moi, je pense que pour les apports en minéraux, ben, il vaut mieux des apports qui viennent des végétaux et des animaux. Est-ce que ça serait pas notre matrice à nous? Bon, voilà, je laisse le suspense. Pierre, est-ce que tu veux dire un petit truc pour conclure? Non, écoute, c'était parfait d'écouter David. C'est toujours passionnant. Beaucoup de choses synthétisées sur les 5 dernières minutes en décrivant ce que tu consommes au quotidien. Ça nous fait des grands raccourcis, mais au final, c'est que du bon sens, David. Oui, bah, au final, et c'est ça, tu vois, quand tu reviens à l'essentiel, à la simplicité, bah, en fait, ça te prend pas beaucoup de temps de cuisiner, tu te régales parce que ça varie de saison en saison. Quand tu as des bons produits à la base, que tu les respectes dans leur cuisson, bah, ils sont savoureux à la fin et t'as pas besoin d'aller te lancer dans des recettes complexes qui prennent du temps, qui nécessitent plein d'ingrédients. Moi, j'adore manger, tu vois, je fais du jeûne intermittent. Et le matin, parfois, je suis dans mon lit et puis je pense au repas que je vais manger le midi et je me réjouis à l'idée de mon repas. Et puis pareil après à l'idée de manger mon repas le soir. Donc il y en a qui pourraient penser que c'est de l'orthorexie, c'est très très loin d'être le cas.
Je me régale vraiment et j'ai beaucoup de plaisir à manger et j'adore ça. Mais c'est juste que je me régale dans la simplicité. Et je pense que c'est le cas parce que c'est des bons produits qui sont respectés. Si tu fais cuire je sais pas, des haricots à l'eau bouillante, que tu les ébouillantes, etc. Ben derrière ça a pas de goût, c'est pas bon. Ou pire, tu vois, un chou-fleur. Tu fais cuire un chou-fleur, tu le fais bouillir, un chou-fleur déjà industriel et tout, tu le fais bouillir à l'eau. Il a tellement pas de goût que c'est clair qu'à côté tu es obligé de faire une béchamel, rajouter une tonne de gruyère, etc. Parce que sinon c'est dégueulasse. Mais si ton chou-fleur, c'est un bon chou-fleur par ton maraîcher, etc., que tu l'as cuit au vitaliseur, que tu as ajouté un peu de super bonne huile d'olive et un peu de gros sel non raffiné qui est super bon aussi, etc. Bah, en fait, juste ça, c'est trop bon. T'as pas besoin de rajouter autre chose. Et tiens, une petite anecdote, j'ai emmené cet été mes filles, on est monté un peu en montagne et puis on a ramassé des feuilles d'ortie, des mûres, et puis j'avais pris une entrecôte féroce et juste du gros sel avec moi. Et donc on a fait un petit feu, on a fait une soupe d'ortie. L'entrecôte, j'ai juste fait griller, j'ai juste fait un peu de gros sel dessus. Elle était juste excellente, tu vois, avec notre petite soupe d'ortie et puis en dessert les mûres qu'on avait cueillies. On s'est régalé. C'est d'une simplicité sans nom et pourtant on s'est régalé et ça nous a créé des souvenirs aussi d'un moment partagé, d'une aventure en nature qui est accessible à tout le monde. Il suffit juste de sortir de chez soi et qui a tellement de valeur. Écoute, David, nous aussi, on s'est régalé à t'écouter. C'était vraiment trop bien. Voilà, vous avez compris que Féroce, David, c'est à 1000%. Donc, allez-y à fond. Vous avez un petit code avec le podcast 1000%. Et donc, voilà, on se refera un épisode bientôt. C'était vraiment un grand plaisir. Merci à vous deux. Merci, David. Bah, et puis, merci à vous de m'avoir offert un micro pour partager tout ça et puis pour tout ce que vous faites. Hein, franchement, je veux dire, si je collabore avec 1000%, c'est pas pour rien. C'est parce que tu as dit que toi, tu choisissais tes marques avec soin. Bah, moi, je choisis mes prises de parole et puis les endroits et les marques, les supports avec lesquels j'ai envie de m'associer avec soin aussi. Et j'apprécie votre travail, votre démarche. Et donc voilà, donc continuez. Merci, on grandit tous ensemble. Donc voilà, c'est trop bien. Allez, salut. Allez, ciao. Tout le monde.